À 31 000 pieds sous la surface du Pacifique se trouve un endroit si obscur, si écrasant et si hostile, que les scientifiques pensaient autrefois qu'aucune forme de vie ne pouvait y exister. Pourtant, lorsqu'un robot des grands fonds a finalement atteint le plancher océanique, ses caméras ont capturé des images qui ont laissé même les chercheurs les plus aguerris sans vraiment savoir quoi dire. Avant de vous révéler ce qui a été découvert dans l'endroit le plus profond de notre planète, pensez à liker et à vous abonner. Vous ne voudrez surtout pas rater la suite. Il ne s'agissait pas d'une seule et unique expédition. Le robot a effectué 23 plongées distinctes, descendant kilomètre après kilomètre dans la fosse des Mariannes, là où la pression dépasse 1000 fois celle observée à la surface de la mer. Aucun rayon de soleil n'a jamais pénétré dans cet univers. L'eau y est à peine au-dessus du point de congélation. Selon tout ce que nous pensions savoir en biologie, cet endroit aurait dû être un désert sans vie. Pourtant, les caméras ont révélé un écosystème débordant d'activité. Cette découverte a fracassé l'une des hypothèses les plus anciennes de la science, à savoir que chaque chaîne alimentaire sur Terre dépend en fin de compte de la lumière du soleil. Ici, il n'y a ni plantes, ni clarté du jour, ni photosynthèse. Et pourtant, d'étranges créatures prospèrent, se reproduisent et bâtissent des communautés entières dans une obscurité totale, alimentées par une source d'énergie que la plupart des gens n'ont jamais entendu mentionner. Ce que le robot a enregistré a profondément transformé la façon dont les scientifiques envisagent la vie sur Terre, et même la possibilité que la vie existe ailleurs dans l'univers. Certains chercheurs pensent que ce monde caché pourrait détenir la clé pour trouver des organismes sur des lunes lointaines, comme Europe et Encelade. D'autres avertissent que l'exploitation minière des grands fonds pourrait anéantir ces écosystèmes extraordinaires avant même que nous ayons commencé à les comprendre. Alors, qu'a exactement découvert ce robot dans l'endroit le plus sombre de la Terre? Plongeons ensemble dans ces images incroyables. Pour saisir pourquoi cette découverte a bouleversé les esprits scientifiques, il faut d'abord comprendre précisément où ce robot s'est rendu, parce que l'endroit lui-même devrait être une condamnation à mort pour tout ce qui possède un souffle de vie. Les chercheurs des grands fonds l'appellent la zone Hadal. Ce nom vient d'Hadès, le dieu grec des enfers, et franchement, il lui va parfaitement. Il s'agit de la région la plus profonde de l'océan. Ce sont des fosses qui se forment là où d'immenses plaques tectoniques entrent en collision, et où une dalle de la croûte terrestre se retrouve entraînée sous une autre, creusant dans le plancher océanique des canyons plus profonds que le mont Everest n'est haut. Laissez cette idée faire son chemin. Si vous preniez la plus haute montagne de la Terre et la plongiez dans l'une de ces fosses, son sommet ne percerait même pas la surface de l'eau au-dessus. Parlons maintenant de ce que c'est vraiment là-dedans, parce que de simples chiffres sur une page ne rendent pas justice à la réalité. La pression de l'eau à ces profondeurs atteint environ 8 tonnes par centimètre carré. Pour donner une idée, c'est à peu près l'équivalent d'un SUV entièrement chargé posé en équilibre sur le bout de votre doigt. Les tissus humains ne résistent pas à cela. Les sous-marins conçus pour le combat militaire ne résistent pas non plus. C'est un environnement de pression façonné par la nature pour s'assurer qu'aucune forme de vie complexe n'y trouve jamais sa place. La température y oscille entre 1 et 4 degrés Celsius, à peine au-dessus du point de congélation, en permanence, sans saison ni soleil pour la réchauffer, même légèrement. Et en ce qui concerne la lumière du soleil, elle est totalement absente. Zéro, pas même une lueur. Le dernier photon ayant tenté de pénétrer à cette profondeur a été absorbé par l'eau de mer bien avant d'en approcher. Alors quand une équipe de l'Institut des sciences et de l'ingénierie des grands fonds, rattachée à l'Académie des sciences de Chine, a envoyé son submersible dans cet abysse, leurs attentes étaient modestes. Ils espéraient documenter la géologie, les formations rocheuses, les structures sédimentaires, peut-être la configuration du plancher océanique dans une zone que presque personne n'avait jamais observée de près. Lorsqu'ils espérèrent trouver quelque chose, ils imaginaient rencontrer ce qu'on observe habituellement dans les grandes profondeurs, quelques charognards épars, maigres et à peine capables de survivre, se nourrissant de neige marine. Cette lente dérive de matière organique morte qui descend depuis le monde éclairé par le soleil, bien au-dessus. C'est le modèle classique. C'est ce que les manuels décrivent pour l'océan profond. La vie s'y accroche difficilement au reste du monde supérieur. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont découvert. La découverte. Alors que le submersible s'enfonçait au-delà de 2400 mètres, puis encore plus bas, toujours plus profond, les caméras ont commencé à capter quelque chose pour lequel l'équipe de recherche n'était absolument pas préparée. Pas des organismes isolés, pas quelques survivants tenaces agrippés à un rocher.
Des communautés de vie denses et foisonnantes, serrées les unes contre les autres sur le fond de la fosse, aussi loin que la lumière pouvait porter. Des vers tubicoles dressés en groupes, formant comme d'étranges forêts sous-marines, des bivalves ressemblant à des palourdes, enfouis par milliers dans les sédiments. Des crevettes et autres crustacés se déplaçant dans le champ de vision, en quantité que personne n'aurait imaginé rencontrer à pareille profondeur. Ce n'était pas une poignée de résistants isolés, c'était un écosystème entier, fonctionnel, vivant et se reproduisant, qui s'étendait sur une portion du fond de la fosse couvrant plus de 2500 kilomètres. Imaginez cette distance un instant, ce n'est pas quelques mètres carrés, c'est un véritable corridor vivant longeant le fond de l'océan, sur une étendue supérieure à la distance, séparant certains pays entiers. Par tous les critères que les scientifiques pouvaient appliquer, c'était la colonie d'animaux complexes, la plus profonde jamais répertoriée sur notre planète. Et c'est là que tout cela cesse d'être simplement impressionnant, pour devenir franchement troublant, pour quiconque a étudié la biologie à l'école. Ces animaux ne se nourrissaient pas de neige marine. Ils ne survivaient pas grâce aux débris tombant depuis la surface ensoleillée. Ce qui alimentait cet écosystème ne venait pas d'en haut. Ce que la biologie nous a enseigné depuis un siècle et demi nous indique clairement une chose. Cet écosystème n'aurait normalement pas dû pouvoir se maintenir par lui-même. Aucune lumière solaire n'alimentait une quelconque chaîne alimentaire à cet endroit, et pourtant, cette chaîne alimentaire se portait à merveille. D'où provenait donc cette énergie? Une règle mise à mal. La réponse réside dans un mécanisme appelé chimiosynthèse. Et dès qu'on le comprend, on réalise que les scientifiques n'observaient pas simplement une curiosité biologique. Ils se trouvaient face à une manière radicalement différente pour la vie d'exister. Voici la règle que tout le monde apprend à l'école. La photosynthèse est à la base de presque tout. La lumière du soleil frappe une plante. Cette plante transforme cette lumière en énergie chimique. Et chaque animal qui se nourrit de cette plante, ou qui mange quelque chose ayant lui-même consommé cette plante, fonctionne indirectement grâce à l'énergie solaire. Même les poissons au bas d'une chaîne alimentaire ordinaire en sont plusieurs maillons éloignés, alimentés en fin de compte par le soleil. L'écosystème découvert par ce robot ne dépend d'aucun de ces mécanismes. À la place, il fonctionne grâce au poison. Tout au fond du plancher de la fosse, des fissures dans la croûte terrestre laissent s'échapper du méthane et du sulfure d'hydrogène, des substances toxiques à l'odeur nauséabonde qui seraient nocives pour la plupart des êtres vivants en surface. Mais dans ces profondeurs, des microbes spécialisés ont développé une capacité remarquable. Ils transforment ces substances chimiques toxiques directement en énergie utilisable. Ils jouent essentiellement le même rôle fondamental que les plantes en surface, sauf que leur lumière solaire est un poison chimique qui s'infiltre depuis les entrailles de la Terre. Les vers tubicoles se regroupent autour d'épais tapis microbiens qui scintillent faiblement sous les lumières du submersible, un peu comme une étrange neige tombant lentement, composée de bactéries plutôt que de cristaux de glace. Les bivalves s'enfouissent directement dans les sédiments gorgés de sulfure d'hydrogène, se plantant littéralement à proximité de leur source de nourriture, à la manière d'un jardin. La totalité de la chaîne alimentaire, depuis les microbes jusqu'aux crevettes et crustacés, fonctionne sans qu'un seul photon de lumière solaire n'intervienne, à quelque étape que ce soit. L'un des géochimistes marins de l'équipe de recherche a décrit la scène d'une façon qui a marqué durablement tous ceux qui ont lu l'étude publiée. Une oasis prospère au cœur du désert des grands fonds. Pas quelques survivants résistants, une oasis, un endroit débordant de vie, alimenté entièrement par la chimie plutôt que par la lumière. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Il s'agit d'une véritable civilisation d'organismes qui a brisé la règle que nous pensions universelle. Et elle ne l'a pas brisée discrètement, dans quelques recoins cachés. Elle l'a brisée sur des milliers de kilomètres de fond de fosse, dans l'un des environnements les plus hostiles qui existent sur Terre. Si la vie peut accomplir cela ici, dans des conditions aussi extrêmes, la question suivante, évidente, est celle qui a rendu cette découverte bien plus importante que la simple biologie marine. Le basculement vers la question de la vie extraterrestre. Si la vie n'a pas besoin de lumière solaire, si elle peut construire un écosystème entier alimenté uniquement par de l'énergie chimique suintant à travers la roche, dans des températures glaciales, sous une pression écrasante et dans une obscurité totale, alors la question que chaque scientifique de ce domaine commence à se poser est simple. Où d'autre cela pourrait-il se produire? Et la réponse nous emmène bien au-delà de notre planète. Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que certaines lunes en orbite autour des planètes extérieures de notre système solaire pourraient réunir les conditions propices à la vie,
non pas à leur surface gelée, mais en dessous. Europe, l'une des lunes de Jupiter, cacherait un immense océan liquide sous des kilomètres de glace. Encelade, une lune de Saturne, a été observée en train d'éjecter des panaches de vapeur d'eau dans l'espace, ce qui suggère fortement l'existence d'un océan souterrain similaire. Voilà le point qui relie directement tout cela à ce que ce robot a découvert dans le Pacifique. Ces deux lunes regorgent précisément du type de chimie qui alimente la chimiosynthèse sur Terre. Des composés de méthane et d'hydrogène, les mêmes ingrédients de base qui nourrissent les colonies de vers tubicoles découvertes dans la fosse. La NASA et le Jet Propulsion Laboratory ont pris la chose suffisamment au sérieux pour concevoir des robots sous-marins autonomes, spécialisés, destinés à explorer les fosses les plus profondes de notre planète. Car les conditions de pression rencontrées au fond de nos océans sont considérées comme globalement comparables à celles qui régneraient au fond de l'océan d'Europe. Un océan estimé à environ 80 km de profondeur, bien au-delà de tout ce qu'on connaît sur Terre. Des chercheurs d'institutions comme le Woods Hole Oceanographic Institution ont souligné que l'exploration de ces profondeurs hadales pourrait contribuer à répondre à l'une des plus grandes questions encore ouvertes dans toute la science. La vie est-elle quelque chose d'unique à la Terre, ou bien est-ce quelque chose que l'univers produit partout où la bonne chimie et les bonnes conditions se rejoignent? Nous venons peut-être de découvrir un modèle fonctionnel illustrant comment une forme de vie extraterrestre pourrait subsister sur une lune distante de plusieurs centaines de millions de kilomètres, et nous l'avons trouvé à 9400 mètres sous le Pacifique, non pas grâce à un télescope braqué vers le ciel, mais grâce à un robot dirigé vers le sol sous nos propres pieds. C'est là que tout bascule. C'est pourquoi les biologistes marins, les astrobiologistes et les agences spatiales s'intéressent tous soudainement aux mêmes images. Et l'histoire devient encore plus étrange. Si cette découverte avait été la seule chose surprenante à émerger récemment de la zone hadale, elle constituerait déjà l'une des plus grandes révélations biologiques de la décennie. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est que le début d'une série. Un vaste programme de recherche distincte, consacré spécifiquement au recensement de la vie dans les parties les plus profondes de l'océan, a mis au jour quelque chose de presque aussi stupéfiant. Les chercheurs ont répertorié environ 7000 espèces différentes de microbes vivant dans ces écosystèmes à dos. Et près de 90% d'entre elles n'avaient jamais été identifiées par la science auparavant. 9 espèces sur 10 découvertes dans cette zone nous étaient totalement inconnues. Nous étudions les océans depuis bien plus d'un siècle, et dans cette seule région, nous étions passés à côté de presque tout ce qui y vivait. Puis il y avait les amphipodes, de petits crustacés ressemblant à des crevettes, que l'on trouvait en pleine prospérité à des profondeurs comprises entre environ 6800 et 11 000 mètres, dans des conditions de pression équivalent à poser un SUV sur le bout de votre doigt. Ce qui rendait ces créatures particulièrement fascinantes, ce n'était pas simplement leur capacité à survivre là-bas, c'est que leur biologie interne venait contredire une hypothèse que les scientifiques avaient maintenue pendant des décennies. Il existe un composé appelé TMAO qui contribue à protéger les protéines contre l'écrasement et la dénaturation sous des pressions extrêmes. L'hypothèse établie depuis longtemps voulait que plus les créatures vivent en profondeur, plus elles aient besoin de grandes quantités de ce composé pour résister à la pression croissante. Mais lorsque les chercheurs ont réellement mesuré ce composé chez ces amphipodes, les niveaux n'ont pas continué à grimper comme les modèles le prévoyaient. En dessous d'une certaine profondeur, l'augmentation s'arrêtait pratiquement. Ces animaux avaient trouvé un autre moyen de résister à des pressions qui auraient dû les affecter au niveau moléculaire, un moyen que la science n'avait pas envisagé. Et puis il y a une découverte qui paraît presque trop étrange pour être réelle. Sur un site au large de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chercheurs manœuvrant un véhicule télécommandé ont mis au jour quelque chose que les manuels scientifiques considèrent comme impossible. Un champ de source hydrothermale extrêmement chaude se trouvait directement adjacent à des suintements de méthane glacés. Deux systèmes géologiques entièrement distincts, habituellement rencontrés dans des zones complètement séparées de l'océan, coexistaient côte à côte sur le même petit tronçon de fond marin. Le site était si densément peuplé de moules, de vers tubicoles, de crevettes et de concombres de mer que les chercheurs ont rapporté ne pouvoir apercevoir le moindre bout de roche nu dans toute la zone. Beaucoup des espèces qui y vivent sont également soupçonnées d'être entièrement inconnues de la science. À chaque fois qu'une équipe de recherche envoie une caméra dans une portion des grands fonds que personne n'avait encore explorée,
Elle découvre quelque chose qui contredit ce que l'on croyait comprendre. Ce n'est plus une coïncidence à ce stade. C'est un schéma qui se répète, et ce schéma soulève une question qui met vraiment mal à l'aise. Quelle part de ce que nous pensons savoir sur la vie sur cette planète n'est en réalité que ce que nous avons été capables d'observer jusqu'ici? Ce qui nous amène à un chiffre qui devrait sincèrement vous troubler. À quel point nous n'avons presque rien vu. Voici la réalité concrète qui se cache derrière tout cela. Une étude majeure, analysant les données de dizaines de milliers de plongées en eau profonde, menée depuis la fin des années 1950, a calculé quelque chose d'extraordinaire. À travers toute l'histoire humaine, nos yeux ont directement observé visuellement quelque chose entre environ 0,001% et 0,006% de la totalité des fonds marins abyssaux. La superficie totale que l'humanité a jamais réellement posé les yeux est à peu près comparable à celle d'un seul petit État américain. Pendant ce temps, les océans profonds couvrent la majeure partie de la surface de cette planète tout entière. Pensez à l'ampleur de cet écart. Nous tirons des conclusions sur les grands fonds marins, un environnement qui recouvre la plus grande partie de la surface terrestre, en nous appuyant sur une infime portion de celui-ci, si réduite qu'on l'a comparée à vouloir comprendre tous les écosystèmes terrestres en se basant uniquement sur les observations faites dans une seule ville. Et le déséquilibre est encore plus grand que cela. L'immense majorité de toutes les plongées en eau profonde jamais effectuées, quelque chose autour de 97%, provient d'une poignée de pays seulement. La plupart des nations sur Terre n'ont jamais envoyé le moindre engin dans ces profondeurs. La majeure partie des fonds marins appartenant à la plupart des nations n'a tout simplement jamais été observée par qui que ce soit. Même les grands efforts modernes de cartographie, qui ont permis de réelles avancées en dressant des cartes d'une portion significative des fonds océaniques grâce au sonar, ne nous renseignent que sur le relief, la forme du terrain. Ils ne nous disent pas ce qui y vit, à sa surface ou en son sein. Une photo satellite d'une forêt peut vous montrer où se trouvent les arbres, mais elle ne peut pas vous révéler ce qui se déplace sous la canopée. Des chercheurs ont calculé le temps qu'il faudrait pour observer visuellement l'intégralité des grands fonds océaniques à notre rythme actuel, en tenant compte même d'une augmentation notable des capacités d'exploration. L'estimation aboutit à environ 100 000 ans. Nous sommes loin d'avoir terminé l'exploration de cette planète. Et il est possible que nous n'y parvenions jamais au rythme où les choses avancent. Ce constat devient particulièrement préoccupant quand on réalise ce qui se précipite vers ces écosystèmes avant même que nous puissions les atteindre. La course contre la destruction. Deux menaces se referment en ce moment sur ces écosystèmes, et l'une d'elles est déjà là. Les microplastiques ont atteint le point le plus profond de la Terre. Dans la fosse des Mariannes, à des profondeurs d'environ 6700 mètres, des chercheurs ont détecté des milliers de particules de microplastiques par mètre cube d'eau, constituant la pollution plastique confirmée la plus profonde jamais enregistrée. De vastes études ayant analysé près de 2000 stations océaniques à travers le monde entier ont révélé la présence de microplastiques dans chaque couche de l'océan, formant en quelque sorte un léger brouillard permanent de particules plastiques dérivant sous les vagues, depuis la surface jusqu'au plancher de la fosse. Au fond même de la fosse des Mariannes, les concentrations de microplastiques mesurées se révèlent plusieurs fois supérieures à celles relevées dans les eaux de l'océan ouvert, bien plus proches de la surface. Des chercheurs étudiant les amphipodes, ces créatures résistantes capables de survivre sous des pressions extrêmes dont nous venons de parler, ont découvert des particules de microplastiques à l'intérieur de leurs organismes, prélevées dans plusieurs écosystèmes de fosses profondes à travers le monde, y compris au point le plus profond de la fosse des Mariannes elle-même. Ces mêmes êtres vivants qui ont bouleversé notre compréhension de la survie dans des conditions extrêmes ingèrent déjà nos déchets. Les estimations avancent que des dizaines de milliers de milliards de particules plastiques circulent dans les eaux de surface des océans, avec des millions de tonnes supplémentaires déjà déposées sur les fonds marins. Une fois que le plastique atteint ces températures et ces pressions, il ne repart pratiquement plus jamais. La zone Hadal est peut-être en train de devenir le lieu de repos définitif d'une part considérable de la pollution plastique mondiale. Un voyage sans retour vers des écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se former, contaminés avant même que nous ayons fini de nommer les espèces qui y vivent, et la deuxième menace progresse encore plus rapidement. En 2025, un décret américain a été signé, visant précisément à accélérer l'exploitation minière des grands fonds dans les eaux américaines, et potentiellement dans les eaux internationales également.
À peu près au même moment, des agences fédérales océaniques ont annoncé des projets de cartographie des zones sous-marines, dans le but précis de localiser des gisements minéraux en ciblant les nodules polymétalliques contenant du cobalt, du nickel, du manganèse et des terres rares utilisées dans les batteries, les véhicules électriques et les équipements militaires. C'est là que tout ce dont nous venons de parler entre directement en collision avec cette réalité. Les recherches sur l'impact environnemental de l'exploitation minière des fonds marins suggèrent qu'elle pourrait provoquer des atteintes à la biodiversité bien plus importantes que des activités minières équivalentes menées sur Terre, avec des pertes écologiques estimées à des centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Une étude a révélé que seulement 2 mois après que des tests miniers eurent perturbé une portion du fond marin, les populations de créatures dans cette zone avaient chuté de bien plus d'un tiers. D'autres recherches ont montré que les sédiments soulevés par les activités minières contraignaient le plancton des eaux environnantes à se nourrir de particules moins nutritives, fragilisant ainsi la base du réseau alimentaire sur une superficie bien plus large que le site minier lui-même. Les nodules polymétalliques que ces entreprises souhaitent extraire ont mis des millions d'années à se former au fond des océans. Une fois raclés à toute échelle de temps qui compte pour un être humain, ils disparaissent définitivement, emportant avec eux tout ce qui vivait autour d'eux, et les zones d'extraction envisagées ne se situent pas dans un coin d'océan sans rapport avec le reste. Certaines des régions à l'étude se trouvent directement à proximité de la fosse des Mariannes, cette même fosse où des scientifiques viennent de découvrir des milliers d'espèces jusqu'alors inconnues et un écosystème fonctionnant grâce à la chimie plutôt qu'à la lumière du soleil. Pendant ce temps, les organismes de réglementation internationaux peinent depuis des années à finaliser les règles encadrant l'exploitation minière des grands fonds. Plusieurs grandes nations minières ont choisi d'agir de manière unilatérale plutôt que d'attendre un accord mondial, tandis que des dizaines de pays ont réclamé des interdictions pures et simples ou des moratoires, le temps que la science rattrape son retard. L'océan profond est donc devenu discrètement un terrain de rivalité géopolitique, et les créatures vivant à près de 9500 mètres sous la surface n'ont pas leur mot à dire sur ce qui se décide. Mais pourquoi est-ce que cela vous concerne ? Avant de refermer ce sujet, il vaut la peine de prendre du recul et de se demander pourquoi tout cela devrait importer à quelqu'un qui ne s'approchera jamais d'une fosse océanique de toute sa vie. L'océan profond n'est pas une simple curiosité isolée, loin de votre quotidien. Le phytoplancton, nourri en partie par les nutriments remontant des profondeurs océaniques, est responsable de la production d'une immense part de l'oxygène que vous respirez en ce moment même. L'océan profond a absorbé la grande majorité de l'excès de chaleur généré par l'activité humaine au cours du siècle dernier, ainsi qu'une part considérable du dioxyde de carbone que nous avons rejeté dans l'atmosphère. Perturber les fonds marins risque de libérer du carbone stocké en toute sécurité dans les sédiments depuis des millions d'années, directement dans un système qui peine déjà à gérer ce que nous lui avons imposé. Et au-delà du climat, au-delà de l'oxygène, les organismes des grands fonds nous ont déjà fourni les bases chimiques de traitement contre de graves maladies humaines, notamment certains cancers et infections virales. Nous avons développé de véritables médicaments à partir de composés extraits de créatures vivant dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Et nous avons accompli cela en ayant exploré moins d'1 millième de % des zones où vivent réellement ces organismes. Des chercheurs travaillant directement sur ces nouveaux sites de découverte ont déjà alerté que la pollution provenant des activités minières voisines menace de détruire ces écosystèmes avant même que les scientifiques aient terminé de les étudier. Cet avertissement n'est pas hypothétique, il se produit en temps réel, là, pendant que vous regardez ceci. Voici donc où nous en sommes. Un submersible a plongé à 9400 mètres dans une obscurité totale et a découvert des milliers de créatures prospérant grâce à l'énergie chimique plutôt qu'à la lumière du soleil. La colonie de vie complexe la plus profonde jamais recensée. Après plus de 60 ans d'exploration combinée des grands fonds, l'humanité n'a encore posé les yeux que sur une infime fraction du plancher océanique. Des milliers d'espèces découvertes dans ces profondeurs étaient jusqu'alors totalement inconnues de la science, et au moment même où cela se passe, la pollution plastique a déjà atteint le point le plus bas de la fosse. Pendant que les opérations minières avancent à toute allure juste à côté du lieu de l'une des découvertes biologiques les plus importantes de la dernière décennie, nous avons trouvé la preuve que la vie peut exister dans des endroits et de manières qu'on nous disait impossibles. Les scientifiques pensent
Moment désormais que ces mêmes conditions pourraient représenter ce que nous avons de plus proche d'un modèle concret de la vie sur d'autres mondes. La question qui reste en suspens n'est pas de savoir si cette découverte est importante. Elle l'est, c'est évident. La vraie question, c'est de savoir si nous allons protéger ce que nous venons de trouver ou le laisser disparaître avant même d'avoir fini de comprendre ce que c'est vraiment. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui devrait la voir et abonnez-vous pour la prochaine exploration en profondeur.